C'est une histoire méconnue de l'affaire Grégory. L'envers du décor, bien avant le meurtre du petit garçon de 4 ans, noyé dans la Vologne, le 16 octobre 1984. Celle d'un mystérieux corbeau qui, pendant 3 ans, a harcelé jour et nuit toute une famille. Allô? Allô? Qui c'est? Ouais, tu m'as écouté? On dit que c'est toujours le même cinglé, à part ça. Une voix fantôme qui frappe sans jamais se montrer, qui déterre les secrets de famille. Montent les uns contre les autres. Jusqu'à devenir menaçant et annoncer son intention de tuer. Moi, en écoutant les voix du corbeau, je suis à peu près incapable de dire si c'est un homme ou une femme. D'une minute à l'autre, vous avez l'impression que c'est une voix de femme, presque une voix de sorcière, un peu comme ça, un peu glaçante. Et tout d'un coup, une voix d'homme, presque un homme de 50 ans, 60 ans. Notre perception peut changer d'une minute à l'autre en écoutant l'appel. Donc, en fait, c'est quand même un mystère. Un mystère que la justice tente de résoudre depuis 41 ans afin de remonter la piste de l'assassin. C'est très bien de partir du corbeau dans la mesure où forcément il y a un lien entre le corbeau et l'assassinat du petit Grégory. Oui. Cette voix rauque, inquiétante, est-elle celle de Jacqueline Jacob, la grand-tante de Grégory? En octobre dernier, elle a été mise en examen pour association de malfaiteurs. Ultime rebondissement de l'une des affaires criminelles les plus énigmatiques de France. En juin 81, Jean-Marie, 25 ans, et Christine, 23 ans, viennent s'installer dans leur maison sur les hauteurs du village de l'Épanche-sur-Vologne. Ils ont un petit garçon, Grégory, âgé de 1 an. Avant qu'on nous assassine Grégory, on était un couple, on s'aimait, quoi. Il n'y avait pas de problème, je veux dire, il n'y avait pas de nuage, il n'y avait pas de problème. Il nous est tombé ça sur la tête, comme on pourrait dire. On nous a tué notre enfant, on avait fait toute notre vie autour de lui. Du moment où on a eu Grégory, on ne vivait que pour lui, quoi. À l'usine Autocoussin, où il travaille, Jean-Marie Villemain vient de passer contremaître. Et tout semble réussir au jeune couple. Jusqu'à un étrange coup de téléphone, un appel anonyme. Évidemment, le couple Villemain ne se dit pas immédiatement que c'est un corbeau. Il pense par exemple aux parents de Jean-Marie qui se trouvent alors en vacances en Italie, peut-être qu'ils ont essayé de nous joindre. Mais le mois suivant, en septembre 1981, il y a un autre appel tard le soir. Bon, au départ, c'était une femme qui nous téléphonait, on était tous les deux, et elle chantait derrière un disque. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre. Commence à essayer de faire un dialogue avec cette femme. T'es qui? Qu'est-ce que tu veux? Et en fait, la femme ne répond pas, mais part dans un rire
qui semble un peu en transe. C'est en tout cas l'effet que ça fait à Jean-Marie Villemain. Et lui finit par perdre patience et finit par l'insulter et raccrocher. On se posait des questions quand même. Bon, qui pouvait nous en vouloir? On cherchait à qui on avait pu faire du mal, ou qui on rendait envieux, ou n'importe. Mais je veux dire, ça nous a pas tout de suite donné la peur. Et à ce moment-là, le couple Jean-Marie et Christine pense plutôt à une collègue de Christine avec qui Jean-Marie ne s'entend pas très bien. Il se dit c'est peut-être une mauvaise blague d'une collègue de bureau. Sauf qu'en fait, c'est le début d'une longue série. Allô? Allô? Les appels du corbeau ne se limitent pas au jeune couple. Allô? Allô, tu fais? Il cible presque tous les membres de la famille qui prennent l'habitude d'enregistrer les appels. Souvent, le corbeau se montre vulgaire et accuse les femmes de tromper leur mari. Monique, la mère de Jean-Marie, est l'une de ses proies favorites. Oui. Oui. Bon, bah, tu vois, la fille, tu m'as envoyé la chose. Il veut absolument faire croire qu'il est dans la confidence selon laquelle Monique aurait eu d'autres amants. Jackie est issue d'une relation qui a précédé le mariage entre Albert et Monique Villemain. C'est le seul des enfants Villemain qui n'a pas le même père que ses frères et sœurs. Et en fait, ça, c'est quelque chose de très intéressant à savoir sur le corbeau, c'est que cette question de la tromperie, mais au-delà de la paternité, le travaille beaucoup. Ce qu'il veut faire, c'est mettre le doute dans la tête des membres de la famille Villemain. De novembre 81 à avril 83, le corbeau appelle 3 à 4 fois par jour. Soit vers 13h, soit vers 20h. Et il semble connaître tous les secrets de la famille. Le 30 novembre 82, le corbeau se déchaîne et appelle 25 fois Monique et Albert Villemain qui habitent à Aumonzey en contrebas dans la plaine. Non. Oui, bien sûr. Oh. 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 Tu crois? Avec Albert, le corbeau est toujours focalisé sur tu finiras par te pendre comme ton propre père. Le corbeau essaye de le pousser au suicide depuis longtemps déjà. Pour faire craquer la famille Villemain, le corbeau organise même des canulars morbides. À un moment donné, le corbeau dit « Tu vas voir, tu vas avoir une surprise ». Une femme appelle les pompes funèbres, Monsieur Lapoirie, en disant « Albert Villemain s'est accroché », ça veut dire il s'est pendu, il faut aller prendre les mesures de son cercueil chez lui à Aumonzey. Le croque-mort se déplace, Monsieur Lapoirie arrive chez Albert Villemain et c'est le mort qui lui ouvre la porte. Le croque-mort, il est bien ennuyé, quoi. Il dit, écoutez, il y a une femme qui m'a appelé pour me dire qu'il fallait venir prendre les mesures pour votre cercueil, quoi. Et à ce moment-là, le corbeau rappelle en disant à Albert Villemain, « Ha ha ha, t'as vu? Tu l'as eu, ta surprise. » Et les enquêteurs en déduisent évidemment que le corbeau, il faut qu'il puisse constater les effets de ces nuisances pour en jouir, pour en rigoler, pour appuyer encore la méchanceté. Et que le corbeau rappelle immédiatement, ça veut dire qu'il a vu le croque-mort, la voiture des pompes funèbres de Monsieur Lapoirie arriver en bas d'Aumonzey. Le corbeau est très très bien renseigné puisqu'à un moment il passe même des appels
alors que certains événements viennent de se passer une demi-heure avant. Le cœur du mystère, en fait, c'est toute cette zone-là, à Aumonzey, où il y a à la fois les grands-parents de Grégory qui habitent là, à côté de la maison de Michel Villemain. Et sur les hauteurs, il y a le couple Jacob qui habite là, et 100 mètres derrière, il y a la maison de Bernard Laroche. Le corbeau semble tout voir, tout savoir. Et pour encore mieux effrayer, il multiplie les appels et les cibles. Après les parents de Jean-Marie Villemain, c'est au tour de son frère, Jackie, et sa femme Liliane, de subir eux aussi les coups de fil anonymes et les canulars macabres. Un jour, un ambulancier les contacte. Oui. C'est pas vous qui m'avez appelé? Ah non? Ah oui, parce que maintenant, attendez, je vais quitter votre beau-père. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est vrai? C'est pas un coup de téléphone anonyme encore? C'est pas maintenant, c'est une dame qui m'a Oh, vous êtes sûr? Qu'est-ce que vous faites alors? Ben, je vais descendre aussi, moi. Mais non, mais vous savez, on peut recevoir des coups de téléphone anonymes. Il a déjà envoyé monsieur Lapoire chez lui. Il a dit qu'il était déjà mort il y a 15 jours, je ne sais plus combien de temps. Il n'arrête pas de nous emmerder, vous savez. Mais on ne sait pas qui c'est. C'est un anonyme. Il nous a fait chier toute la nuit déjà. Le corbeau s'attaque à toute la famille. Mais il a une cible privilégiée. Jean-Marie Villemain, lui, se distingue assez vite de ses frères et sœurs, puisque après avoir rencontré Christine Villemain et alors qu'ils viennent de donner naissance à leur premier enfant Grégory, ils vont s'installer dans une sorte de chalet en hauteur à l'Épange, relativement éloigné du noyau familial des Villemain. Et puis, il se distingue également, Jean-Marie, au travail. Il a aussi une certaine ambition. Et donc, à l'usine Autocoussin qu'il emploie, il va monter en grade. Et en 1981, il est contremaître à la tête d'une équipe de 21 personnes. Je crois profondément que la réussite de Jean-Marie, l'évolution à la fois professionnelle et personnelle de Jean-Marie ont hanté, en quelque sorte, le corbeau, qui est viscéralement jaloux. Et je crois que ça a été un des éléments du mécanisme. Allô? Allô? Au départ, c'était lassant, ensuite c'était stressant. Allô? Oui? Ensuite, c'était oppressant. Enfin, je veux dire, il y a eu effectivement une gradation, mais il voulait savoir parce que ça devenait menaçant. Il y avait des menaces. Le danger devient concret un soir de novembre 1981. Christine Villemain est seule dans sa maison. Jean-Marie travaille à l'usine et Grégory dort chez sa grand-mère. Christine est seule chez elle et elle reçoit un appel. C'est la première fois qu'elle entend ce qu'elle envisage comme la voix d'un homme. Une voix rauque et qui se met à l'insulter. Et non seulement le corbeau l'insulte, mais il fait référence à son homme, son vieux, comme dit la voix. Et cette voix paraît très bien renseignée, puisque Christine dit « je vais aller chercher mon mari », histoire de lui faire peur. Et la voix dit « t'auras du mal, il est au travail ». La soirée se passe, et puis, tout à coup, alors qu'elle prend sa douche, elle entend des bruits qui viennent de l'extérieur, comme si quelqu'un tambourinait à la porte d'entrée.
Peu de temps après, la vitre a volé en éclats. Après plusieurs coups sourds donnés contre celle-ci, j'ai couru vers la porte. J'ai uniquement eu le temps de voir un bras disparaître. Donc là, évidemment, on change de dimension, puisqu'on n'est plus seulement dans une possible mauvaise blague téléphonique, on est dans une menace physique. Il y a eu la vitre de la porte d'entrée qui a été brisée. De votre maison? Voilà. Bon, bien sûr, le jour-là, ça a fait peur et tout, mais on n'avait pas fait vraiment le rapprochement. Bien entendu. Et c'est seulement après, quand il s'en est vanté, quelques mois après, qu'on a fait le rapprochement, et là, qu'on a vraiment commencé à se poser des questions et à avoir peur. Pour se protéger du corbeau et éviter une nouvelle intrusion, la famille Villemain s'organise. Elle cherche à le démasquer. Dans un premier temps, ils n'en parlent pas à la gendarmerie. Ça se règle en famille, ils essayent de trouver tout seul qui c'est. Au domicile d'Albert et Monique, eh bien, on essaie aussi d'installer un rétroviseur à la fenêtre parce qu'on craint que le corbeau ne fasse également une irruption physique à leur domicile. Et en fait, le corbeau, très peu de temps après, passe un appel en disant « Ah, il peut toujours installer un rétroviseur, là, le vieil Albert. C'est pas ça qui m'empêchera de continuer. » Loin d'être déstabilisé, le corbeau semble gagner en assurance. Il nargue même ses interlocuteurs. Après les préliminaires habituels, mon interlocuteur m'a déclaré « On a été copains, on a même fait des Java ensemble, je te connais très très bien. » J'ai répondu « Ce n'est pas possible. » Il a rétorqué « Oh si !» Pour prouver ses dires, il m'a décrit le papier peint de la salle à manger. Le corbeau, il est pervers, évidemment, il est méchant, il profère des menaces sans arrêt, mais aussi, il distille des éléments. Parfois, il dit on a fait la Java ensemble, tiens, j'ai le même buffet que toi. Ah, bah ouais, mais alors, il y a le même buffet chez Jackie, chez Marcel Jacob, chez Michel, je crois. Il distille des choses comme ça. Pourquoi tu te affames à tous les gosses? Tu devrais pas. Et puis nous mettre ça sur le dos, pourquoi? On n'est pas méchants, nous on fait pas de mal aux gars. Oh, laisse vivre le monde. Pourquoi tu nous fais du mal comme ça? Albert, il est au bord du suicide, effectivement. Il est en pleine dépression, il prend un arrêt maladie et il va porter plainte à la gendarmerie de Corcieux. Ben, j'ai eu un de mes gendarmes qui m'a dit à Aumonzé, une personne reçoit des appels anonymes. Moi, je me suis déplacé à Aumonzé. J'ai été voir Albert Villemain et Monique Villemain, puis je lui ai dit qu'est-ce qui se passe. Et je l'ai trouvé très déprimé. Ça le faisait pas rire du tout. C'est là qu'il va déclencher une enquête, mais à l'époque, il n'y a pas les moyens d'aujourd'hui. Il conseille en tout cas à Monique et Albert Villemain et à tous ceux de la famille qui reçoivent des appels de noter l'heure de l'appel, la teneur de l'appel. Donc Monique Villemain va tenir un grand cahier où elle marque tout ça. Et il leur conseille aussi d'enregistrer les appels quand ils peuvent pour donner la cassette aux gendarmes. C'est moi qui lui ai conseillé d'enregistrer. S'il ne trouvait pas des intonations, des accents. Même les parents, Christine et Jean-Marie Villemain, vont chercher à savoir qui sont ces corbeaux et vont eux-mêmes lancer des pièges à certains interlocuteurs dont ils pensent qu'ils sont les corbeaux, quoi, en fait. Sur cet enregistrement, Jean-Marie Villemain fait parler le corbeau et espère un faux pas. Oui. Ah bon? Et dis voir qui c'est l'autre bâtard? Ça peut être intéressant pour moi. Donc qui c'est? C'est moi? Mais... Ah bon? Tu sais, je ne veux pas me casser la tête là-dessus, hein? Si tu me disais qui c'était encore.
Mais le corbeau ne se trahit pas. Pour l'instant, la famille doit se contenter des quelques indices qu'il laisse. Le corbeau semble vivre à Aumonzé et agirait avec une femme. Il connaît très bien les secrets de famille. Il est assez proche pour connaître l'intérieur de leur maison. En novembre 1982, les menaces s'intensifient. Il y a d'abord une lettre qui est glissée derrière le volet des Villemain, c'est la première, qui dit « Je vous ferai la peau, les Villemain », avec des fautes d'orthographe à Feuré et avec une faute d'orthographe aux Villemain. Donc là aussi, indice, c'est une personne extérieure à la famille Villemain qui ne sait pas écrire correctement le nom Villemain. Ou alors, c'est quelqu'un qui a fait semblant de ne pas savoir écrire le mot Villemain pour laisser penser qu'elle était très très étrangère à la famille Villemain. On sent cette gradation et même dans les mots, dans les lettres, dans les écrits, on sent une gradation. Le corbeau semble avoir envie d'aller au contact régulièrement. Un jour, il a même failli être vu. Ce soir-là, la mère de Christine garde le petit Grégory. Comme on peut ouvrir une petite vitre dans la porte, j'ai ouvert celle-ci et j'ai aperçu un homme assez fort, paraissant assez vieux, je veux dire 50 ans passés, et qui me paraissait un peu courbé. Il a rejoint une voiture qui m'a semblé de forme assez carrée, comme une Renault 4L. 1 an et demi après le début du harcèlement, l'identité du corbeau est toujours un mystère. La famille Villemain se sent de plus en plus menacée. Alors le 13 décembre 82, il y a une nouvelle intrusion physique, finalement 1 an après la première, au domicile de Christine et Jean-Marie Villemain. Malheureusement, Christine est seule, enfin quasiment seule, puisque son fils Grégory dort à ce moment-là. On est encore le soir, Jean-Marie est encore au travail, et elle entend du bruit, des bruits de pas sur le gravier. Elle a eu le réflexe d'appeler ses beaux-parents. Ses beaux-parents sont en chemin, ça prend un peu de temps. Et quand les grands-parents arrivent enfin, elle sort, et là, ils entendent un bruit, comme quelque chose de l'ordre du sifflement. Et ils regardent la voiture des Villemain, et en fait, quelqu'un a crevé un des pneus de la voiture. Mon mari est rentré dans la maison. Il a pris la carabine et a fait le tour de la maison. Le surlendemain, vers 13h30, nous avons reçu un appel nous disant « Il est un peu con ton vieux, je l'ai vu tourner autour de la maison avec la carabine. J'étais derrière le lampadaire. » Le corbeau multiplie les intrusions physiques. 15 jours plus tôt, Jackie, le frère de Jean-Marie, a eu ses pneus crevés lui aussi. Il décide de porter plainte pour violence téléphonique et pour dégradation sur sa voiture. Les gendarmes vont mener l'enquête. Pour essayer de retracer l'appel des corbeaux, eh bien, on dit, quand vous recevez l'appel d'un corbeau, ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas, laissez le téléphone décrocher et on pourra remonter jusqu'à lui. Sauf que le problème, c'est que Monique, qui est une vraie pipelette, se répand tout autour d'elle en disant les gendarmes vont mettre en place ceci, cela, et du coup le corbeau va cesser d'appeler au domicile, et à ce moment-là, soit il appelle sur les lieux professionnels, soit il envoie des lettres. Il va appeler Jean-Marie Villemain, qui s'est mis sur liste rouge un dimanche d'avril 83 à son travail. Donc il faut déjà savoir que Jean-Marie Villemain travaille ce dimanche-là. Il faut connaître le numéro de l'usine. C'est beaucoup d'éléments quand même. Et là, Jean-Marie Villemain, il a passé 30 minutes avec le corbeau au téléphone. On a l'impression que le corbeau, tournant un peu en rond dans son jeu malsain, passe un cap. Et donc il menace de s'en prendre à Christine Villemain. Jean-Marie Villemain, au bout du fil, eh bien, joue les indifférents pour le provoquer un peu. Il dit quelque chose du genre bah, j'en trouverai une autre. Le corbeau monte en gamme et lui dit « Ah non, en fait, je vais m'en prendre à ton gamin. Ça vous fera plus de mal. Et tu vas voir, tu as intérêt à le surveiller parce que moi, je le regarde, je le surveille avec mes jumelles. »
Et là, en fait, Jean-Marie Villemain pète les plombs. Et là, il lui dit, mais si tu touches un cheveu de mon mioche, mais t'es un homme mort. Le corbeau, ce soir-là, a compris ce qui ferait le plus de mal au chef, c'est de s'en prendre à Grégory. Le corbeau va encore se manifester avec une lettre adressée à Albert et Monique, comme un dernier avertissement. Il leur demande de ne plus fréquenter le chef, Jean-Marie Villemain, devenu son obsession. Si vous ne le faites pas, j'exécuterai mes menaces que j'ai fait au chef pour lui et sa petite famille. Jackie et sa petite famille a été assez mis de côté. Autour du chef d'être considéré comme un bâtard. Il se consolera avec son argent. À vous de choisir, la vie ou la mort. Des menaces que le corbeau réitère presque 1 an plus tard, lors d'un appel à Liliane Villemain, la belle-sœur de Jean-Marie. Après cet appel, la voix se tait jusqu'à l'après-midi du 16 octobre 1984. Un petit garçon de 4 ans et demi a été retrouvé noyé, pieds et poings liés. La famille du petit garçon, ces dernières semaines, avait reçu de nombreux coups de fil anonymes. Le meurtrier a téléphoné à la famille après avoir accompli son geste horrible. Il m'a dit textuellement « Je te téléphone car cela ne répond pas à côté. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et je l'ai jeté à la Vologne. Sa mère est en train de le rechercher, mais elle ne le retrouvera pas. Ma vengeance est faite. » Ensuite, il a raccroché. Tout bascule. Ce corbeau, qui était silencieux, il semble avoir mis sa menace à exécution en enlevant et en tuant l'enfant. Le corbeau avait tout prévu. 15 minutes après l'heure supposée de l'enlèvement de l'enfant, il envoie une lettre de revendication par la poste aux parents de Grégory, juste avant la levée de 17h15. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Ce qui est fascinant dans le personnage du corbeau, c'est effectivement non seulement la dissimulation, c'est quelqu'un qui est dans l'entourage de ses cibles, qui passe inaperçu. Il y a le côté cluedo presque, c'est-à-dire qu'on est sur un cercle géographique restreint, on est avec un nombre de suspects qui se compte quand même sur les doigts d'une main, peut-être de 2 mains, tout au plus. Et le suspect est là et on n'arrive pas à savoir avec certitude qui c'est. À l'époque, un premier portrait robot se dessine, celui de Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie Villemain. C'est lui que la justice a d'abord accusé d'avoir kidnappé et tué Grégory. Pendant plus de 3 heures, il sera interrogé à la gendarmerie d'Épinal, assiégée par les journalistes. À 15 heures... Lui qui a été désigné en 1984 par 2 experts en graphologie comme étant l'auteur de 2 des lettres anonymes. On m'a soupçonné parce que j'avais une écriture qui ressemblait à celle du corbeau. Et, de toute façon, j'ai maintenu que c'était pas moi, j'ai la conscience tranquille. Mais le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemain tue son cousin avec sa carabine, fou de rage que le juge l'ait remis en liberté. Impossible désormais de savoir s'il était le corbeau et le meurtrier. Jean-Marie Villemain sera condamné à 5 années de prison, dont 1 an avec sursis pour ce meurtre. Pour venir sur mon geste, bien sûr que je regrette. Je regrette déjà pour la mort d'un homme, parce que ça, je l'ai sur la conscience pour toute ma vie.
Pendant 33 ans, l'affaire semble être en sommeil. Mais en 2017, le dossier connaît un rebondissement spectaculaire. Les gendarmes font travailler le logiciel Anacrime, qui reprend toute la procédure, tous les témoignages, tous les emplois du temps, et permet d'ébaucher un nouveau scénario. C'est un travail absolument remarquable et qui établit que le crime a été commis collectivement et non pas par une personne seule. Donc vous avez un ou des corbeaux. Vous avez Bernard Laroche qui a été accusé d'avoir enlevé l'enfant. Il est mort, il n'aura jamais été condamné, mais l'hypothèse est très sérieuse. Déjà à l'époque, Jean-Marie Villemain partageait cette conviction. De toute façon, il y a une complice. Il y a une complice où il y a une femme qui sait qui c'est. Puisqu'il y a une femme qui dérangeait tout le monde, les pompes funèbres, tout ça, c'était toujours une femme qui téléphonait. Donc à ce moment, il y a une femme qui est en liberté, qui sait qui c'est. De toute façon, elle ne pourra pas vivre éternellement comme ça, gardant un secret aussi monstrueux. C'est pas normal. Le meurtre de Grégory aurait été le fait de plusieurs personnes. Selon cette nouvelle hypothèse, Bernard Laroche, en compagnie de sa belle-sœur, Muriel Boll, aurait enlevé, mais pas forcément tué l'enfant. En 2017, le logiciel Anacrime avance même 2 noms de complices, Jacqueline et Marcel Jacob. Les analyses répertorient plusieurs incidents qui ont été décrits dans la procédure et qui démontreraient que Jacqueline et Marcel Jacob ont une haine particulière, très vive, envers Albert Villemain. Et aussi envers Jean-Marie Villemain, à partir du moment où il est monté en grade et il est devenu contremaître. Mois de décembre 1982, et il se passe une altercation. Les Villemain repartent à 2 voitures d'un repas de famille. Et sur le chemin, Gilbert, l'un des frères Villemain, fait un dépassement plus ou moins scabreux d'une voiture. La voiture le rattrape, et il se trouve que dans la voiture, c'est Marcel Jacob et sa femme Jacqueline. Donc il y a une altercation. Jean-Marie Villemain, qui était en avance dans le chemin, se rend compte que la voiture ne le suit plus, il repart en arrière, il tombe sur l'altercation, il intervient et finalement ça s'envenime. Marcel Jacob le prend aussi pour cible en lui disant « t'es qu'un rampant, t'as même pas de poils sur la poitrine ». Il fait référence à sa réussite, au fait qu'il soit devenu contremaître. Et Jean-Marie Villemain se dit « mais dis donc, ce serait pas toi le corbeau ». Dans cette altercation, Jacqueline Jacob, elle bouscule Christine, elle lui dit « tire ton cul, salope ». Donc il y a aussi le mot « salope » qui est un mot quand même employé par le corbeau. Est-ce que tu réserves noter, quoi, ce que tu vas faire? Tu ne le sais même pas. Comme le corbeau traitait toutes les femmes à peu près de salopes, voilà, il y a des choses quand même qui troublent. Marcel Jacob est aussi très proche de Bernard Laroche, avec qui il a grandi. C'est un intime. Tout comme semble l'être le corbeau, qui connaît même le surnom de Bernard Laroche. Un jour, c'est Michel qui est la cible du corbeau, qui reçoit un appel et le corbeau lui dit « ta femme est couche avec Popov, et tu fais cocu avec Popov ». Quand Bernard Laroche sera interrogé là-dessus, après, lors de l'enquête, il dit « moi, par exemple, à l'usine, Laroche, on m'appelait Caillou, on m'appelait pas Popov ». Et ça, c'était réservé à quelques intimes de la famille. Un autre élément est retenu par le logiciel. La proximité physique des Jacob. Leur maison surplombe celle des parents de Jean-Marie, un poste d'observation idéal. Leur fille Valérie a expliqué sur procès-verbal que ses parents, quand elle était adolescente, utilisaient énormément leur paire de jumelles. Que son père, Marcel Jacob, était toujours en train de regarder en bas, qu'à l'époque, les arbres étaient bien moins hauts qu'aujourd'hui et qu'il voyait en contrebas notamment la maison d'Albert et Monique Villemain. Donc c'est une indication. Et grâce à leur cercle d'amis,
Jacqueline Jacob et Marcel Jacob pouvaient encore se rapprocher un peu plus des Villemain. On sait qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Roger Godel qui avait des relations intimes avec le couple Jacob. Voilà, il se livrait à l'échangisme. Que ce Roger Godel résidait tout près des grands-parents de Grégory et de Michel Villemain et qu'il avait effectivement une vue directe sur la maison des grands-parents de Grégory. Donc que les Jacob, effectivement, auraient pu avoir des renseignements sur ce qui se passait chez les grands-parents de Grégory parce qu'ils étaient au domicile de Roger Godel. Tous ces éléments mis bout à bout par le logiciel Anacrime accusent donc le couple Jacob. 33 ans après la mort de Grégory, le dénouement de l'affaire semble proche. L'affaire Grégory relancée 33 ans après les faits. Alors que la grand-tante et le grand-oncle de l'enfant restent ce soir en garde à vue. Le couple est mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Plusieurs personnes sont impliquées dans ce crime, a dit tout à l'heure le procureur de Dijon. Mais le 16 mai 2018, coup de théâtre, les poursuites sont abandonnées. Marcel Jacob peut retrouver sa femme Jacqueline dans leur maison. Ils sont à nouveau libres, car la cour d'appel de Nancy a relevé un vice de forme. Pourtant, 5 ans plus tard, le nom de Jacqueline Jacob revient au cœur de l'affaire. C'est donc Jacqueline Jacob, la grand-tante du petit Grégory, qui était convoquée pour être mise en examen. Cette fois, pour association de malfaiteurs. Le juge Dominique Brault considère qu'elle est l'un des corbeaux qui a harcelé, qui a menacé la famille du petit Grégory avant la mort le 16 octobre 1984, si ce n'est le principal corbeau. Outre les anciennes conclusions du logiciel Anacrime, ce juge s'intéresse à de nouveaux éléments, notamment le témoignage en 2021 de René Jacob, le beau-frère de Jacqueline. René Jacob, qui, interviewé par un journaliste, et le journaliste lui fait écouter la voix du corbeau enregistrée, il s'exclame « C'est Jacqueline !» avec une spontanéité qui est absolument remarquable et convaincante. Devant les gendarmes, il confirme. Oui, j'ai pensé avoir reconnu la voix de Jacqueline Jacob, la femme de mon frère Marcel. C'est son rire que j'ai reconnu surtout. Le juge établit également un tableau de concordance, comparant les périodes d'inactivité de Jacqueline Jacob, comme ses arrêts maladie, avec les appels du corbeau. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est à partir des appels, des horaires des appels, qui a pu les passer. Donc rechercher parmi les emplois du temps, parmi les possibilités, il existe effectivement dans le dossier, ça a été dit, un tableau de concordance. Des données réfutées par l'un des avocats de Jacqueline Jacob. Je l'ai un peu regardé, ce tableau de concordance. Alors, il est fait au doigt mouillé, par le juge lui-même. Bon. Alors, il y a quelques points qui sont extraordinaires, je vous en donne 4. Avril 82, aucune absence de Madame Jacob au travail, aucune. 50 appels du corbeau, c'est là où il y a le plus d'appels. C'est quand elle n'est jamais absente. Janvier 83, aucune absence de Madame Jacob, 30 appels. Mars 83, elle est absente les premières et deuxièmes semaines de ce mois. C'est les troisième et quatrième semaines que le corbeau appelle le plus. Et il faut quand même voir, c'est que la plupart des appels qui sont recensés dans ce tableau de concordance correspondent à une voix d'homme. On avait posé la question à Mme Jacob, avez-vous été un homme quand vous étiez plus jeune? Elle nous a évidemment répondu que non. C'est pas sérieux du tout. Ça n'est clairement pas sérieux. On sait pertinemment que dans cette affaire, il y a plusieurs corbeaux. Donc même si il y a une note de concordance, c'est pas un élément qui peut être déterminant. Le couple Jacob, lui, a toujours affirmé avoir un alibi le jour de la mort de Grégory. On travaillait de l'après-midi, de 13h à 21h. Oui. Tous les deux. Oui. On était de la même équipe. On travaillait dans la même équipe. Lors de l'enquête initiale, il y a une cote qui est très importante. C'est un PV dans lequel les gendarmes ont vérifié les emplois du temps d'une cinquantaine de personnes. Ils ont appelé l'employeur de Marcel Jacob. Ce dernier leur a dit que Marcel Jacob avait bien travaillé le jour-là, était bien présent à l'usine le jour-là. Mais pour Jacqueline Jacob, il n'y a absolument rien. Il n'y a aucun PV qui vient certifier qu'elle avait un alibi pour ce jour-là. Une absence
qui s'explique selon la défense de Jacqueline Jacob. À l'époque, en 84, eh bien, il n'y avait pas forcément un PV construit et nourri pour dire que oui, on a bien vérifié qu'ils étaient à l'usine et qu'ils ont bien participé à la réunion syndicale, etc., etc. Mais pour autant, c'est coché. Alibi de Marcel Jacob et partant de sa femme, parce que on le voit, ce ne sont que les hommes qui sont vérifiés parce qu'ils sont en couple. Eh bien, partant, nous avons l'alibi qui est vérifié. 2-3 jours après la mort du petit Grégory, il y a eu 4 gendarmes chez nous. 2 gendarmes qui ont fait une perquisition et 2 autres gendarmes ont été voir notre alibi à l'entreprise. Ils sont revenus, ils nous ont rien dit. Hein. En repartant, ils nous ont dit, tiens, vous avez travaillé où hier? Vous étiez où? 13h, 21h à l'entreprise, et puis j'ai eu une réunion syndicale, 14h30, 17h environ. Voilà. Ils sont partis, ils m'ont rien dit. On rentre à l'époque et on sort un peu de cette usine comme dans un moulin. Il n'y a pas de cahier de registre avec les entrées et les sorties. Marcel et Jacqueline Jacob, rien n'établit qu'après la réunion syndicale, ils ne se soient pas barrés. On ne le sait pas. D'autres expertises accusent aussi la grand-tante. La graphologie, mais aussi une nouvelle technique qui n'analyse plus l'orthographe, mais la syntaxe, le style. Cela s'appelle la stylométrie. Il y a eu une expertise en stylométrie qui vient dire que Jacqueline Jacob aurait écrit les 4 principales lettres du dossier, mais également la lettre de revendication postée le 16 octobre 84. Et cet expert suisse vient également dire que Jacqueline Jacob aurait été l'auteur du coup de fil de revendication passé le 16 octobre à 17h32 à Michelville. Jacqueline Jacob a toujours clamé son innocence. Jamais. Jamais écrit au courrier, rien. Non. Nous faire accuser, c'est la pire des choses qu'ils ont faites. Hein. Ah là là. Ils se sont trompés de A à Z. Sur toute la ligne. Y aura-t-il un jour un procès? Ces nouvelles techniques permettront-elles de lever les doutes sur l'identité du meurtrier? L'espoir est mince, mais c'est ce qui fait tenir les parents du petit Grégory depuis 41 ans.